très bien mobilisés. Il y avait des quantités énormes d'hommes qui ont été mobilisés, des millions de chaque côté, et en France c'est plus de 1,5 million dans un premier temps, en Allemagne c'est 2 millions, etc., etc. L'idée que les gens sont partis de tous les côtés dans l'enthousiasme. On sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Mais quand on apprend du côté français qu'on va être mobilisé, eh bien, on le regrette, mais on l'accepte. C'est de manière générale, pour la France notamment, août 14 et septembre 14 sont les 2 mois les plus meurtriers de la guerre. À la fin août, dans les combats à la frontière entre la France et l'Allemagne et en Belgique, les Français perdent énormément de monde et on estime qu'il y a eu plus de 80 000 morts sur l'ensemble du mois d'août. La première bataille de la Marne a eu lieu du 5 au 12 septembre 1914. Elle a opposé l'armée allemande à l'armée française aidée du corps expéditionnaire britannique. Cette bataille a permis de sauver Paris, de libérer Reims et de repousser les Allemands dans l'Aisne. La ville de Reims a été brièvement occupée et puis cette offensive a été stoppée au sud de la ville, c'est la bataille de la Marne, et la contre-offensive française a repoussé l'armée allemande, mais cette contre-offensive s'est essoufflée. L'état-major français avait eu l'idée de transformer la cathédrale en hôpital militaire pour les blessés de la bataille de la Marne qui venait juste de se dérouler et d'y placer exprès des blessés allemands afin d'éviter justement que leurs frères d'armes ne tirent sur le monument. Alors, la ville de Reims est un lieu de mémoire des origines du royaume des Francs et c'est ça qui donne son importance à Reims et à sa cathédrale comme lieu de mémoire des origines. N'oublions pas que c'est la cathédrale du sacre des rois de France. 32 rois ont été sacrés dans la cathédrale. La cathédrale est magnifique, c'est une des plus belles cathédrales de France, surtout avec sa statuaire, 2400 sculptures. Et ça n'est quand même pas par hasard qu'elle a essuyé dès le mois de septembre des tirs et pendant les 4 années qu'a duré la présence du front, près de 300 obus sont tombés sur la cathédrale de Reims. Les Allemands ont prétendu que la cathédrale avait été utilisée comme lieu d'observation, car du haut de ses tours, qui dépassent les 80 mètres, évidemment, on a une vue panoramique sur le front, mais il est à peu près certain qu'il y avait la volonté de toucher le moral de la France et des Français en s'en prenant un lieu emblématique. Il faut imaginer que la ville de Reims a été bombardée pendant presque 4 ans, et qu'au sortir de la guerre, il n'y avait qu'une 40aine de maisons habitables. Et on se retrouve avec une guerre dont tout le monde pense qu'elle va être courte. Et je pense qu'ils n'auraient pas accepté la guerre aussi facilement s'ils avaient correctement anticipé ce qui allait se passer. Mais tous, aussi bien les Allemands que les Français, ou les Anglais ou les Russes. D'ailleurs, au mois de septembre, enfin octobre, ils sont à court de munitions. Ils ont plus de cartouches, ils n'ont plus d'obus, ils ont déjà tout tiré. Ils avaient des munitions pour une guerre courte, mais pas pour une guerre longue. Il n'y a pas que le front européen. Il se bat aussi en Mésopotamie, en Afrique, en Chine. Vous avez en plus 2 légions russes, une légion tchèque, combattants très divers. Vous avez tous les peuples des Dominions qui viennent au secours de l'Angleterre, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens. Ensuite, vous aurez les Américains à partir de 1917 et surtout en 1918. Vous avez 2 fronts principaux qui sont le front oriental où les Russes combattent au nord les Allemands et au sud les Autrichiens. Et ils se battent aussi côté Arménie contre les Turcs. Les troupes russes attaquent les troupes ottomanes à travers l'Arménie. C'est une des origines du génocide arménien. Donc vous avez ce front Est, et puis vous avez le front Ouest qui va de la Belgique à la Suisse, avec un petit bout de Belgique, la région d'Ypres-Passchendaele, et puis le front français que vous connaissez. Alors ça, c'est les 2 fronts principaux. En face, vous avez les Français, les Anglais, il ne faut pas oublier les Belges. Vous avez un 3e front qui est le front italien. Parce que l'Italie est entrée en guerre en 1915, et l'Italie, elle a envie d'en découdre avec les Autrichiens, notamment dans le Tyrol. Alors, le front italien est un front très particulier, parce que ils se battent dans les Alpes. Donc, c'est des montagnes. C'est une guerre
extrêmement dur, avec de la neige, avec de la glace, et les fronts ne vont pas bouger beaucoup jusqu'au moment où les Autrichiens vont enfoncer les Italiens. Alors la Marne a joué plusieurs rôles très importants dans la Grande Guerre. Donc déjà la première bataille de la Marne qui a stoppé l'avancée allemande. Et d'une guerre de mouvement, on est passé à une guerre de position. Ensuite, la Marne a été traversée de tout le long par la ligne de front durant les 4 années. L'armée allemande donc, qui est arrivée ici, comme sur l'ensemble du front, pendant un moment, s'est arrêtée de reculer et s'est enterrée pour durer. Donc elle a tout de suite décidé, cette armée allemande, de s'installer avec des conditions de vie beaucoup plus importantes que les Français pour durer, pour rester longtemps. Donc ils ont creusé des abris souterrains beaucoup plus profonds. Les tranchées ont été creusées à cet endroit parce que cette position forme une forteresse naturelle et les Français ou les Allemands qui occupaient cette position avaient des vues qui pouvaient donner très loin sur les arrières français ou sur les arrières allemands. En vue aérienne, la forme du terrain, les courbes de niveau ont la forme d'une main. Les montagnes forment des doigts et les creux forment les entre-doigts. Donc ça s'est appelé la main de Massige, le village le plus proche appelé en Massige. L'armée allemande avait une logistique beaucoup plus importante qui a amené des protections à ses soldats. Pour les Français, bien évidemment, c'est un esprit d'offensive. Il fallait à tout prix repousser cet ennemi. Donc en aucun cas, il fallait s'installer pour durer. Une compagnie était commandée par un capitaine. De ce capitaine qui commandait jusqu'aux simples soldats, ils étaient dans les tranchées et ils vivaient dans les mêmes conditions. Par contre, les gradés supérieurs étaient, bien évidemment, n'étaient pas dans les tranchées, étaient échelonnés un peu plus en profondeur, donc en deuxième ou en troisième ligne, et eux étaient installés beaucoup plus confortablement que les soldats qui étaient dans les tranchées. Alors les conditions de vie de ces soldats qui étaient ennemis dans la guerre, mais qui partageaient les mêmes souffrances dans les tranchées, étaient particulièrement pénibles. Il n'y avait pas de moyens que nous avons maintenant pour se protéger du froid. Ils avaient beaucoup de mal à se réchauffer, beaucoup de mal à manger à leur faim déjà. La nourriture arrivait très souvent froide, car la nourriture n'était pas cuisinée sur place. Ce sont des hommes qui allaient chercher la nourriture à 4-5 km d'ici, qui amenaient ça donc dans des gamelles. Donc c'était des conditions de vie qui étaient particulièrement pénibles, et en plus le manque de sommeil par-dessus tout. Quand les Anglais font la bataille de la Somme en 1916, ils ont des divisions de cavalerie derrière le front pour se lancer dans la percée avec le sabre. C'est pas ça la guerre. La guerre, c'est des armes automatiques, c'est la mitrailleuse qui fauche, et c'est l'artillerie qui écrase. Et la guerre, c'est, vous voulez attaquer, je vais bombarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Puis après, je vais envoyer mes fantassins. Et ils vont partir quasiment l'arme à la bretelle, il ne se passera plus rien. Les soldats allemands, c'est comme ça qu'ils sont partis à l'attaque de Verdun. Le 21 février 1916, ils ont envoyé 1 million d'obus en un jour. Et puis après, ils y sont allés comme ça. Ils ont été étonnés parce qu'il y avait encore quelques soldats dans des trous d'obus qui les ont accueillis à la bretelle. Mais enfin, ils ont quand même conquis 8 km en quelques jours. Et puis après, il y a une deuxième ligne. Pour refaire la même chose sur la deuxième ligne, il faut rapprocher les canons. Parce que la deuxième ligne, elle est trop loin pour les canons. Donc, dans le terrain, ce n'est pas facile, parce qu'il y a plein de trous d'obus, le terrain est comme ça. Donc, l'artillerie ne réussit pas à avancer. Et alors, il y a bien l'artillerie légère, avance un peu. Mais vous comprenez, l'artillerie lourde, il lui faut des plateformes pour ses canons, avec du dur, avec du caillou. Donc, l'artillerie lourde, elle ne peut pas avancer. Donc, pour la deuxième ligne, vous n'avez plus qu'un pilonnage avec des petits obus de 75. Ça fait du mal, mais ça ne détruit pas les défenses, ça n'enfonce pas les abris blindés en ciment armé. Et donc, quand vous arrivez sur la deuxième ligne, généralement, les fantassins se font liquider par les mitrailleuses qui sont encore là. Et quand ils ont de la chance, et que le bombardement a été assez puissant, ils occupent, mais la troisième ligne, donc on ne réussit jamais à percer. Alors qu'est-ce qu'on fait? La fois d'après, on dit on n'a pas tapé assez fort. Donc on a mis 1 million d'obus, il faut en mettre 2 millions, il faut en mettre 4 millions. Et puis cette fois-ci, on va passer. Et puis le scénario se répète de la même façon. Donc c'est une sorte d'usine de mort. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 1915, ils étaient au nord de Soins, dans les tranchées, et ils ont essuyé plusieurs journées d'attaque qui malheureusement étaient infructueuses. À cela, ça a ajouté des mauvaises conditions climatiques, et les soldats étaient épuisés. Et on leur a donné l'ordre une nouvelle fois d'attaquer, et en face d'eux, sur le champ de bataille, il n'y avait que des cadavres, et à un moment, ils se sont dit non, ça va être en vain, c'est inutile, donc ils ont refusé d'aller
aller au combat. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a désigné parmi eux, c'est vraiment le terme, on les a désignés pour l'exemple, 4 caporaux donc, qui se trouvent juste derrière moi. Ces caporaux-là, à la mi-mars 1915, ont été fusillés pour l'exemple. Alors, il y a eu un procès qui s'était déroulé la veille, qui les a condamnés à être fusillés. Et donc, le lendemain, en début d'après-midi, à 2 h, ils ont été fusillés juste derrière moi. On voit bien sur la sculpture, donc ils ont été accrochés à des piquets de bois, en fait. On leur a bandé les yeux. Et face à eux se trouvait le régiment, parce qu'il fallait que les hommes voient et comprennent la leçon. Et donc, 10 soldats étaient face à eux et ils ont été abattus tous les 4. Il y a eu plusieurs types de fusillés, donc dès 1914 il y a eu ce qu'on appelait les fusillés pour l'exemple. Il y a eu aussi en avril 17, suite à l'offensive Nivelle sur le chemin des Dames, de nombreux cas de rébellion où là, quand Pétain a repris la place de Nivelle, a fait aussi de nombreux cas de fusillés. Plusieurs centaines d'hommes ont été fusillés en France. Il faut savoir que les fusillés n'ont pas droit à une croix individuelle avec l'inscription mort pour la France. La famille n'a pas droit de toucher la pension aussi du soldat. Donc c'était vraiment quelque chose de honteux à l'époque. Il y a cette peur du siège, évidemment, que Paris puisse être envahi. Paris qui était réputé comme indéfendable. Il y a la peur de perdre quelqu'un. Toutes les familles ont été touchées. Il y a eu un membre de chaque famille, ou presque, qui est parti sur le front. Donc il y a cette peur de subir un deuil. Et la vie quotidienne qui va se dégrader progressivement avec la montée des prix, les restrictions et ce genre de choses. La vie continuait et il y a eu quelquefois une scission entre l'arrière et le front justement parce qu'il y a une incompréhension et ils avaient l'impression de ne servir à rien et d'être sacrifiés quelque part dans leur coin alors que les gens continuaient à vivre et qu'on se moquait un petit peu de leur sort. Ce qui est à nuancer aussi, les gens étaient quand même, il y avait du soutien, les Parisiens envoyaient des choses sur le front, il y avait du soutien, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, plus le conflit dure en fait, plus le quotidien s'installe, et moins les soldats qui eux ne sont jamais dans un quotidien, puisqu'ils sont toujours en train de risquer leur vie, ne comprennent pas ce décalage. Mais là, dans la Première Guerre mondiale, il y a une volonté de toucher les civils, que ça soit psychologiquement en essayant de les démoraliser ou ce genre de choses, ou physiquement avec les bombardements qui ne sont absolument pas destinés à des militaires. Donc perte humaine, des gens qui décèdent, des gens qui sont blessés et des dégâts matériels assez conséquents. En lisant un bouquin de Didier Deninx, je suis tombé sur le chiffre de 350 000 disparus, 354 000 disparus en 1920. Et tout d'un coup, ce chiffre m'a sauté à la gueule. Parmi les 66 millions de soldats qui sont mobilisés, plus de 9 millions sont morts, 21 millions sont blessés et 350 000 ont disparu. Et à la fin de la guerre, le sentiment que cette guerre, ça avait été une folie. Elle avait été absurde. Il s'était fait avoir. Pendant qu'il se faisait casser la gueule, les gens à l'arrière, ils rigolaient. Ils faisaient semblant de nous soutenir, mais au fond, ils s'en foutaient. Et puis, on avait pris nos places au travail. Et peut-être qu'ils convoitaient nos femmes. Et nos femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Rancœur, ressentiment, fureur. C'est ça, la Première Guerre mondiale.